Pour vous, votre usage personnel? Non, enfin, c'est pour la recherche, pour pouvoir citer ensuite derrière dans le mémoire Ah oui, et faire la l'analyse. vidéo ne sera pas diffusée, je veux dire, Non, 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 non. par Oui, ailleurs, quoi. OK. c'est que destiné C'est à juste moi. pour vous. Voilà. Et Et ok. du coup, l'objet de votre mémoire, donc l'installation des nouveaux entrants en agroécologie, c'est sur quel secteur? Sur toute la France? Sur Ouais, une région en particulier? c'est sur la France, mais bon, du coup, enfin, la plupart des acteurs que j'interviewe pour l'instant, c'est en Île-de-France. Et j'ai eu un interlocuteur qui était dans les Landes. Euh, mais vraiment, enfin, je m'intéresse vraiment à l'écosystème de support au développement de l'agroécologie. Et, euh, et voilà. Et Euh, comment vous définissez l'agroécologie? Parce que moi, j'ai pas mal travaillé dans le bio. Enfin, mhm. pas mal. J'ai travaillé dans le bio, surtout. Donc, agroécologie, j'imagine que vous entendez quelque chose de plus large que ça? Ouais, bah, dans les recherches que j'ai faites, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a plusieurs aspects de l'agroécologie dans la recherche. Enfin, il y a une approche politique, pratique et environnementale. Donc, c'est à la fois une science, etc. Euh, mais dans le concret, comment je le définis, moi, c'est plus une agriculture alternative qui va chercher à avoir des circuits courts et qui va utiliser les dynamiques des cycles naturels pour chercher à optimiser les systèmes de production. Euh, Moi, enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, du coup, moi, c'est une question que je voulais poser aussi. Je sais que le champ des possibles ne parle pas forcément d'agroécologie, mais d'agriculture biologique et paysanne. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous définissez ce concept et qu'est-ce que enfin, comment vous approchez l'agriculture biologique et paysanne. Donc, historiquement, le champ des possibles, c'est issu du réseau des AMAP Île-de-France. Mhm. Donc, le réseau des AMAP, donc, il y a paysans dans le nom, en fait. Mhm. Donc, l'objectif de départ, c'était vraiment de développer l'installation de producteurs, d'abord des maraîchers. Enfin, ça a été la première porte d'entrée. Donc en agriculture paysanne et biologique, les deux étaient donc effectivement les objectifs principaux. Euh, parce que en fait, le bio est le seul à avoir un label, Mhm. à avoir un cahier des charges. Donc, il y a certainement plein d'autres démarches vertueuses qui existent, mais qui ne sont pas sanctionnées par quelque chose de commun et de compris par tous, quoi. Mhm. Ok. Et l'aspect paysan, c'est vraiment l'idée d'avoir des fermes à taille humaine qui soient proches de leur territoire, qui puissent effectivement faire de la vente directe, connaître les consommateurs, ça s'implanter vraiment dans le territoire avec les acteurs locaux, etc. Et s'éloigner de l'industrialisation en agriculture, quoi. Ok. Bon, ouais, enfin, c'est à peu près comme ça que, enfin, oui, c'est compris dans ce que j'entends par agroécologie. Du coup, c'est, oui, enfin, ça correspond à peu près à cette approche. Euh, et du Après, coup, on n'exige pas, par exemple, pour dans les statuts, dans les contrats qu'on fait avec les entrepreneurs, qu'ils soient à l'essai ou entrepreneurs salariés, il y a une obligation de respecter le cahier des charges bio. Il n'y a mhm. pas forcément une obligation de se labelliser. Ok. Donc, on différencie aussi le label et le cahier des charges, quoi. Ok. Même si la plupart sont labellisés, ce n'est pas une obligation à 100%. On peut aussi passer par d'autres choses tant qu'on respecte le cahier des charges. Ok. Donc du coup, est-ce que vous pouvez peut-être, pour commencer, définir plus en détail le champ des possibles, présenter ce que vous faites Alors, les champs des possibles, donc, ça a été créé. C'est une émanation du réseau des AMAP Île-de-France qui s'est aperçu très vite, assez rapidement après la mise en place des premières AMAP, que la demande en légumes était bien supérieure à l'offre en légumes, et que c'était une demande et une offre locale qui manquait, enfin l'offre locale qui manquait pour répondre à la demande locale. Puisque les AMAP, donc c'est de l'agriculture paysanne, donc il y a forcément une relation de proximité entre le producteur et le consommateur. Donc c'est issu de cette réflexion-là. Il y a eu une étude donc pour savoir comment on pouvait favoriser l'installation des paysans en AMAP. Et donc c'est de là qu'a émergé l'idée d'un espace test agricole. Donc c'était un des premiers
je pense, en France. Donc ça a commencé avec un, et puis ensuite ça a essaimé, et aujourd'hui, on a ça dépend des années, bien sûr, mais on a à peu près une vingtaine de, je dis pas de bêtises, je vais reprendre les chiffres, de personnes qui passent par l'Espace 7. Donc, ils passent par un contrat qui s'appelle CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, qui dure entre 1 et 3 ans. Ça a démarré beaucoup par du maraîchage, parce que la demande c'était la plus immédiate, en fait. Oula, désolée. Et je suis désolée, j'essaie juste de reprendre la carto. La carto de l'espace, des espaces tests. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a toujours beaucoup de maraîchers, mais on a aussi de plus en plus d'éleveurs, parce qu'il y a une demande assez forte en produits, que ce soit en produits laitiers, fromage, etc., ou viande en Ile-de-France. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est beaucoup développé, mais dans plein de directions différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de maraîchers, mais il y a aussi donc des éleveurs, il y a aussi un paysan boulanger, il y a aussi 2 personnes qui se testent en plantes à parfum aromatique médicinal. Il y a des gens qui se testent en artisanat alimentaire, qui est un nouveau secteur qu'on a développé depuis l'année dernière. Des gens qui se testent aussi dans toutes les activités tertiaires qui ont trait au développement des territoires, développement de l'agriculture, animation pédagogique autour de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Voilà, accompagnement des collectivités. Donc, on a vraiment ces 3 secteurs-là maintenant au sein de la coopérative, puisque donc, ça a commencé comme association, mais on est devenu une coopérative depuis. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire là. Et oui, et du coup, on est aussi une coopérative d'activité et d'emploi maintenant. Donc, il n'y a pas que des gens qui se testent, mais il y a aussi des gens qui sont entrepreneurs salariés. C'est-à-dire qu'ils font partie de la coopérative, ils ont leur propre activité. Donc, ça peut être des maraîchers qui sont passés par un test d'activité qui a duré entre 1 et 3 ans et qui restent dans la coopérative pour développer leur propre activité. Donc, ils sont entrepreneurs salariés. Ils ne sont pas agriculteurs au titre, comme tout un chacun qui s'est affilié à la MSA, quoi. Ok. D'accord. Et donc ce modèle-là, toutes les différentes spécialités que vous avez citées, c'est celles qui sont passées sur votre espace test du champ des possibles à la ferme de Toussac. Non, en fait, la ferme de Toussac, c'est un des sites d'espace test. Okay. Donc c'est notre site majeur puisque c'est un site collectif où il y a plusieurs maraîchers. Il y a eu aussi un paysan boulanger, il y a eu aussi des chèvres qui là vont revenir cette année. Il y a eu des poules. Là en ce moment il y a des brebis. Donc c'est vraiment un site avec beaucoup d'activités et un laboratoire de transfo qui se monte là en ce moment. Ça vient juste de commencer. Mais en fait, il y a d'autres dispositifs d'autres sites d'espace S, d'autres fermes d'accueil. Ça peut être auprès de producteurs qui sont déjà en activité. Donc à ce moment-là, ceux qui se testent sont en immersion. Donc en fait, ils travaillent avec le producteur, un peu comme s'ils étaient associés en fait. Donc ils ne sont pas comme un salarié où ils sont juste exécutants, mais ils sont associés au processus de décision. S'il faut acheter un matériel, ils sont consultés. Pour faire la planification de l'assolement, ils sont consultés aussi, ce genre de choses. Ils ont une part de charge mentale et de responsabilité qui augmente au fil du temps. Et donc ces fermes-là, ces fermes d'accueil, en fait, il peut y en avoir dans toute la région. Et on a aussi des tests en autonomie sur d'autres espaces, sur d'autres sites, où des gens se testent en autonomie, comme ce qu'ils font à Toussac, mais sur d'autres sites où ils peuvent, qu'ils ont eux-mêmes choisi et qui peuvent équiper eux-mêmes. Alors que sur Toussac, tout le matériel est fourni entre guillemets par les champs des possibles. Ça, c'est quand il y a un test en autonomie, le matériel est fourni par le champ des possibles. À Toussac, oui, c'est un peu moins vrai sur d'autres sites. Oui, s'il n'y a rien sur place, en général, c'est plutôt
c'est les champs des possibles qui achètent avec un apport de trésorerie de la personne qui se teste. Donc, c'est un montage un peu plus compliqué pour permettre que, voilà, que les investissements soient quand même à portée de la personne qui se teste. Mais c'est un montage un peu différent, quoi. Ok. C'est vraiment effectivement le site de Toussac qui est le plus emblématique parce que c'est un site collectif, c'est un site terre de liens loué par les champs des possibles, avec du matériel effectivement au champ des possibles. Et où du coup, c'est un peu clé en main, le maraîcher qui vient se tester, il arrive, il a tout le matériel là, et puis c'est à lui de faire ses cultures et de faire tout grandeur nature, tout seul, avec le matériel qu'il met à sa disposition. Okay. Mais c'est un peu l'exception, en fait. D'accord. Ouais, donc ouais, c'est important maintenant. Je vois un peu du coup, ça veut dire, l'espace test, c'est pas quelque chose de forcément physique. Ça peut être un contrat avec un fermier qui va accueillir un nouvel entrant. Ok. Donc du coup, vous en fait, vous êtes vraiment spécialisé sur l'installation de nouveaux entrants, ou alors? Oui, c'est vraiment l'objectif premier de la coopérative, c'est l'installation de nouvelles personnes, oui. Que ce soit dans le cadre de la coopérative ou à l'issue d'un test en dehors de la coopérative. Ok. Et du coup, c'est quoi les principales barrières à l'entrée que ces nouveaux entrants vont avoir à surmonter pour pouvoir s'installer, et pour lesquels ils font appel à vos services? Alors, le constat de départ qui a donné naissance au champ des possibles, c'est qu'en fait, il manquait un peu une étape entre le moment où on finit sa formation, en général un BPREA. Donc maintenant, il y a trois écoles qui font des BPREA en maraîchage en Île-de-France: Brie-Comte-Robert, Saint-Germain-en-Laye et l'école du Breuil. Et en fait, à l'issue de ces 9 mois de formation, souvent, les maraîchers, les aspirants maraîchers, ils se sentent pas les épaules et assez d'expérience pour se lancer dans la création de leur exploitation. En fait, c'est quand même des investissements qui sont hyper importants, des démarches très lourdes pour trouver du foncier, pour aller démarcher les banques, pour choisir son matériel, etc. Et souvent, ils ne se sentent pas armés en fait, suffisamment pour pouvoir faire ces démarches-là dès la sortie du diplôme, quoi. Ils ont besoin de pouvoir se tester et de pouvoir vérifier que déjà, ils sont faits pour ça et que voilà, qui complètent leur attirail technique notamment et qui comprennent un peu mieux comment fonctionne une ferme, une entreprise en fait maraîchère. Okay. Donc, ça partait de ce constat-là qui manquait un peu un maillon entre le moment où on sort de l'école et le moment où on crée son entreprise pour de vrai. Donc voilà, c'est ce frein-là qu'on essaye de lever. En mettant en place donc ce test d'activité qui est à la fois un encadrement juridique, puisque ils n'ont pas besoin de créer leur structure, en fait, ils sont rattachés à la structure des champs des possibles, tout en ayant une autonomie dans leur action. Juridique, social, puisqu'ils ne sont pas inscrits à la MSA, mais ils sont inscrits au régime général, ils cotisent comme des salariés classiques en fonction de ce qui se verse comme rémunération. Et puis un accompagnement, on produit un accompagnement humain aussi, où on va vérifier en fait que tout se passe bien avec le tuteur, que le tuteur soit sur la ferme, donc en immersion, ou qu'il soit un tuteur en dehors de la ferme, qu'il soit sur une autre ferme ou quoi. Mais en tout cas, qu'ils sont bien dans une relation d'apprentissage, qu'ils avancent correctement par rapport à ce qu'ils avaient prévu et par rapport à leur futur projet d'installation. Donc, soit voilà, humain, technique, etc. On va vérifier avec eux qu'ils ont bien ce dont ils ont besoin et réfléchir avec eux comment acquérir ce qu'ils ne peuvent pas acquérir sur place, parce que parfois, ça arrive qu'ils aient des projets un peu variés, différents, et qu'ils n'arrivent pas forcément à tout voir sur une seule ferme. Ok. Voilà. Et donc, donc, dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont déjà une formation préalable. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent directement vous voir sans formation et qui peuvent du coup se faire former Alors, il faut quand même qu'ils aient les bases, qu'ils aient des bases. Donc, dans la très, très grande majorité, on accepte les personnes à partir du moment où elles ont un BPREA ou un diplôme équivalent ou une expérience équivalente en maraîchage ou dans la production qu'ils ont choisi. Donc, ça peut arriver que des personnes aient des parcours un peu plus variés, voilà, qui ne soient pas passés par cette case-là, mais il faut quand même avoir eu une expérience ou un socle minimum en fait qui permette d'être. En fait, le test d'activité, c'est vraiment pour monter en autonomie, c'est pas pour acquérir les bases, quoi. Ok.
Et du coup, c'est quoi les critères en tant que fermier entrant pour pouvoir intégrer l'espace test? Les critères, c'est Ah, d'avoir un projet assez solide, sur les enfin voilà, d'avoir une vision assez claire de ce qu'on veut faire, de pourquoi on veut faire le test d'activité en fait, de où ça va mener. C'est pas juste pour combler un trou parce qu'on sait pas trop quoi faire, pour le moment. mmh C'est vraiment dans un objectif, de réaliser son projet. Donc il faut quand même avoir un objectif assez clair sur ça. OK. Ensuite, il faut qu'il y ait une ferme qui colle avec ce qu'on veut voir. Parce que toutes les fermes ne se ressemblent pas et tous les projets ne se ressemblent pas. Donc il y a parfois des gens qui, voilà, qui veulent voir un type de ferme parce que ça correspond à ce qu'ils veulent faire ensuite et il faut, voilà, trouver une ferme qui puisse accueillir. Donc parfois, c'est la personne qui va rentrer en espace test qui trouve elle-même la ferme parce que, dans sa formation, dans son réseau et cetera, elle a pu voir, une ferme qui lui plaisait. Mmh Parfois, c'est l'inverse, nous, on a des femmes qui nous sollicitent pour nous dire: «Ben, ça nous intéresse d'être dans cette démarche de transmettre des savoir-faire, voilà, de transmettre ce qu'on sait faire. OK, Donc on peut accueillir quelqu'un et notre ferme, elle est comme ça, comme ça, comme ça et du coup, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un?» d'accord. Non, après, c'est beaucoup l'entente, entre le couvé et puis le futur tuteur qui détermine si on va aller plus loin ou pas. Donc en général, on préconise de faire, enfin qu'ils fassent au moins, quelques semaines de stage Mmh pour valider, justement le fait qu'ils arrivent à travailler ensemble et que ça se passe bien, quoi. OK. Et donc, du coup, comment est-ce que vous vous assurez que le projet de la personne est assez solide pour continuer et l'accompagner? Ça c'est les projets sont tous, différents donc on n'a pas une grille, claire où on se dit: «Voilà, il faut, enfin, il faut qu'il ait en tête telle surface avec tel matériel» et cetera. Mmh Ça c'est un peu ça c'est beaucoup plus subjectif dans le sens où en fait on va comparer par rapport à ce qu'on connaît déjà. mh. Moi je travaillais au groupement des agriculteurs bio auparavant, donc avec les maraîchers. Donc je connais, bien les fermes maraîchères de la région et je vois bien qu'il y en a plein de différentes et il y en a plein qui marchent, alors qu'elles sont très très éloignées les unes des autres. Mmh Donc on va beaucoup comparer avec ce qu'on voit, mais c'est surtout, les arguments en fait que va produire le porteur de projet pour défendre sa vision des choses qui vont, voilà, si on trouve que le raisonnement est logique, même si, c'est un modèle qu'on connaît pas, forcément, et ben, on va pouvoir, poursuivre avec lui. Après il y a quand même des sécurités tout au long du parcours, c'est fait pour ça, quoi. On peut aussi échouer, dans le test d'activité, c'est pas. OK. Mais d'accord. Mais du coup, c'était plus, dans le sens, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase au début où vous allez, discuter avec les porteurs de projets, où vous allez, peut-être les aider à préciser leur projet ou, même enfin, comment est-ce que vous rentrez en contact avec, ces porteurs de projets qui, cherchent à se faire aider ou, comment est-ce que vous vous faites connaître auprès d'eux? Alors on a, en général, c'est eux qui nous contactent directement parce qu'ils ont entendu parler de nous. Nous, on intervient pas mal dans les BPREA notamment, Mmh pour présenter notre structure et ce qu'on propose, aux futurs maraîchers. Ensuite, c'est donc souvent eux qui nous contactent et souvent par le biais de notre site internet, donc soit parce qu'ils ont entendu parler de nous ou soit parce qu'ils ont cherché directement sur internet et tous les mois, on a une réunion d'information qui est un peu une réunion générale, pour présenter la structure, les dispositifs, les possibilités et à l'issue de cette réunion, donc qui est collective, on prend rendez-vous individuellement avec les personnes enfin qui confirment leur intérêt pour le dispositif, qui sont prêts au moment où, voilà, où on fait la réunion OK. et ensuite, on voit avec eux donc, on précise les éléments plus, globaux du projet et ensuite effectivement on leur fait préciser, notamment, heu, leur statut par rapport à Pôle emploi, et du coup parce que la plupart des gens, qui rentrent avec nous, ont des indemnisations Pôle emploi qui leur permettent, de se projeter assez loin sans avoir, comment dire? Sans avoir besoin d'être dès le premier mois, au SMIC quoi, OK. dans leur test d'activité. Donc voilà et bon, il faut qu'on vérifie avec les aspects financiers, eux, de l'impact que ça va avoir sur leur famille, par exemple. Mmh Donc l'ensemble de leurs dépenses, par rapport à ce qu'ils vont pouvoir, espérer, se rémunérer la première année, la deuxième année.
voir avec eux toute la partie compétences à acquérir, qu'est-ce qu'ils attendent du test d'activité en termes de compétences et en termes d'expérience, pour vérifier que c'est pas quelque chose de totalement irréaliste, qui est effectivement, comme vous disiez, en fait, ils partent pas de zéro, ils ont quand même des choses, mais c'est beaucoup d'approfondissement et sur quels aspects, pour pouvoir les orienter au mieux vers tel ou tel tuteur et voilà, comprendre comment nous, on va suivre ça ensuite. Et ensuite, on fait notamment, on fait un prévisionnel économique de l'activité. En fait, chaque activité est censée être, être autonome, en fait, même si elles sont toutes rattachées à la structure des champs des possibles. Chaque activité est autonome et doit pouvoir avoir ses charges et ses recettes qui s'équilibrent, y compris avec la rémunération du couvée. La rémunération du couvée, en fait, elle se fait à partir du résultat d'activité de son activité à lui, quoi. D'accord. Donc, s'il se débrouille vraiment pas bien et qu'il a un résultat nul ou négatif, il ne pourra pas se payer. Et par contre, s'il a un super résultat, c'est lui qui décide de combien il se paye, en fait, en fonction de ce qu'il a comme argent, en fait, sur son activité à lui. Ok. Donc on fait ce prévisionnel-là pour qu'ils aient bien conscience des charges que ça va représenter et du coup, de ce qu'ils peuvent espérer se payer, qu'ils fassent leur choix de commercialisation, etc. en fonction de ça aussi, qu'ils voient l'impact que ça peut avoir d'avoir 30 paniers en map, d'en avoir 35. Après, ils peuvent choisir d'autres systèmes que la map, mais c'est quand même le plus courant ou au moins majoritaire. Ok. Voilà. Et donc, d'accord. Donc c'est une approche qui est vraiment qui est holistique sur leur projet et qui leur permet d'évaluer un peu la faisabilité de ce qu'ils avaient en tête. On essaye. En prenant en compte. Ok. Non, c'est cool. Et du coup, c'est quoi un peu c'est quoi le taux de couvées qui continuent leur activité là? Alors, je crois que j'avais des statistiques assez précises là-dessus. Pour le... Je ressors un document avec les stats. Et vous, du coup, vous êtes en charge de sélectionner, les candidats ou de les aider à formuler leur projet et ensuite de les mettre en relation avec les fermes, avec les fermes pour pouvoir tester leur activité. Oui, entre autres, oui. Et puis ensuite, de faire tout l'accompagnement ensuite, tout au long du test d'activité. Alors, parmi les personnes qui sont basées chez nous, il y en a 69% qui sont soit installés déjà, soit entrepreneurs salariés associés, donc installés, mais ça veut dire installés, mais dans le cadre de la coopérative, ou en cours d'installation. Ok. Il y en a 17% qui sont salariés, mais en agriculture. Et il y en a 14% qui sont pas en agriculture. Ok. Et du coup, est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous gardez une relation de long terme avec ceux qui s'installent, mais pas dans la coopérative du champ des possibles? Alors, généralement, s'ils sont en Île-de-France, oui, parce que en fait, ça arrive quand même assez souvent que les personnes qui soient passées par les champs des possibles en test d'activité aient envie, au bout de 2-3 ans, de devenir eux-mêmes tuteurs et d'accueillir du coup des nouveaux couvées sur leur ferme. Et après, en fait, les champs des possibles organisent des formations aussi à destination des futurs installés et des paysans installés. Alors, c'est plutôt des formations sur la diversification, notamment, par exemple, la prochaine qu'on organise, c'est sur la culture du houblon. Donc, qui est assez marginal en Île-de-France, mais ça peut être une culture comme une autre. Ou des formations, je sais pas, là, on a un cycle sur la transformation alimentaire, donc pour les agriculteurs, mais aussi les artisans alimentaires qui ne sont pas agriculteurs. Et en fait, on a aussi un établissement secondaire des champs des possibles qui s'appelle la FOG,
qui fait partie, en fait, il y a des AFOG, il y en a dans toute la France. Et donc, celui qui est en Île-de-France, il est rattaché au Champ des possibles. Ok. C'est une association pour la formation, je ne sais plus ce que c'est. Bon, bref, en compta-gestion. Donc, c'est pour les actions de formation collective à destination des agriculteurs pour la compta et la gestion. Et ça arrive quand même pas mal qu'en sortant des champs des possibles et quand les personnes s'installent à leur compte, elles fassent partie de la FOG pour leur compta et leur gestion aussi. D'accord. Donc on continue à avoir des liens souvent même après, quoi. Ok, et puis ça crée vraiment un cercle vertueux où ceux qui ont bénéficié du soutien, ils vont derrière reprendre, ils vont derrière permettre à d'autres personnes de pouvoir tester leur activité. On espère, en tout cas, ça a l'air de fonctionner pas mal, effectivement, jusqu'à présent. Ouais. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez aussi diversifier de votre côté les différents types d'activités qui se développent, quoi. Enfin, Oui, pour le coup, là, on diversifie pas mal, ouais. Et si vous voulez, j'ai retrouvé des chiffres que je savais pas tout à l'heure. Là, j'ai un peu bugué quand vous me l'avez demandé. Sur le nombre de personnes, etc. Ouais. Pour les chiffres 2020, on a eu 43 entrepreneurs au total qui sont passés chez nous, dont 16 qui étaient nouveaux. Donc, il y en avait donc 27 qui étaient déjà là depuis 1 an ou 2 ans, à peu près. Dont 14 en maraîchage et 12 en élevage, pour 31 agricoles au total. Donc, c'était encore majoritairement des projets agricoles, même si il y a des projets en artisanat alimentaire et en tertiaire qui sont en augmentation, quoi. Ok. Bah, c'est super. Alors, bon, là, on a pas mal parlé de votre action directe avec les nouveaux entrants. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu des relations que vous entretenez avec d'autres organisations qui supportent l'installation de fermiers qui utilisent ce genre d'approche. C'est quoi vos relations avec les différentes organisations? Du coup, j'ai vu que sur le site, il y avait des projets, par exemple le pôle Abiosol, qui réunit Terre de Liens et les AMAP et le Champ des Possibles pour proposer un accompagnement assez complet. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres organisations avec lesquelles vous travaillez? Donc, effectivement, on est très impliqué dans l'association Abiosol avec ces autres structures. Donc, on essaie d'avoir des actions concertées et collectives. Et notamment, on intervient, donc, comme je vous le disais, dans les BPREA, donc dans les lycées agricoles pour présenter les dispositifs qui existent et puis l'accompagnement général de l'association Abiosol. Et ensuite, en termes d'autres types de structures, on est adhérent du GAB de France, avec lequel on essaye de mener des actions ponctuellement. Donc, le groupement des agriculteurs bio d'Île-de-France. On a des actions conjointes parfois aussi avec Agrophile, qui est une association francilienne pour le développement de l'agroforesterie. Et après, on est en relation aussi avec les chambres d'agriculture, les DDT, ce genre d'acteurs plus institutionnels, la SAFER. Mais plus ponctuellement à des moments de l'année ou sur des thématiques plus spécifiques, quoi. Et est-ce que, par exemple, ça vous arrive d'avoir besoin de demander à d'autres organisations d'aider certains de vos couvées sur des choses qui sont assez spécifiques? Je sais pas, par exemple, est-ce que si un couvet a besoin de financement, vous allez pouvoir demander à d'autres organisations qui s'occupent de cette partie-là de venir l'aider? Vous allez orienter le couvet vers d'autres organisations qui peuvent répondre à des besoins spécifiques? Pour la partie financement, c'est pas mal porté en interne et enfin, je pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'il y ait des partenariats extérieurs. Après, en général, les couvées, en fait, ils sont quand même pas mal en lien avec les organismes que je vous ai cités, avec le réseau de la MAP pour la partie commercialisation AMAP, avec le GAB pour toute la partie
formation technique pure, quoi, par exemple. Sur les aides et la réglementation, au GAB, il y a aussi une personne qui est dédiée à ça, à la Chambre d'agriculture aussi. Donc, Ok. nous, on les oriente sur ces sujets spécifiques vers ces différents types d'acteurs, effectivement. Ok. Au coup par coup, ouais, c'est plus au coup par coup selon les besoins, oui. Ok. Et après, au niveau national, on fait partie du réseau national des espaces tests agricoles, donc qui rassemble tous les espaces tests agricoles dans toute la France. Et donc, on a pas mal d'échanges de pratiques et voilà, si on a un questionnement sur un nouveau cas qui se présente ou voilà, qu'on n'a pas encore rencontré avant, par exemple, on peut échanger sur ces aspects-là. Ok. Et on fait partie aussi par exemple, de COPEA, enfin, d'autres réseaux de coopératives qui fonctionnent un peu sur le même modèle que nous, mais qui ne sont pas forcément en agriculture, quoi. Ok. D'accord, parce qu'en fait, je cherche un peu à savoir la difficulté ou comment font les agriculteurs qui démarrent pour pouvoir bénéficier d'un large éventail de soutien pour répondre à tous leurs besoins. Mais du coup, enfin, au final, quand ils sont couvés enfin, quand ils sont dans la couveuse, au final, ils bénéficient d'un soutien qui est assez global sur tout ce qu'ils peuvent, enfin, sur tous les besoins qu'ils peuvent avoir sur le moment. C'était un peu l'objet de l'association à Biosol, justement. C'était voilà, pour tous les aspects vraiment fonciers. Il y a Terre de Liens qui est fléché dessus. Sur tous les aspects commercialisation, c'est beaucoup le réseau des AMAP, Mhm. même si les AMAP ne sont pas l'unique moyen de commercialiser. Effectivement, le test technique, enfin, voilà, se tester grandeur nature, c'est plutôt chez nous. Mhm. Relation avec les collectivités, ce sera plutôt Terre de Liens aussi. Donc, on a un peu tous chacun nos spécialités. Et après, on peut voilà, orienter vers l'extérieur quand nous, on est à court de. Enfin, on n'a pas la compétence en interne. Mhm. Mais c'est vrai que du coup, en fait, entre toutes nos structures, on arrive soit à avoir la compétence en interne, soit à savoir où en Ile-de-France on peut trouver l'info, quoi. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent ou enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou enfin la coopération entre les différentes organisations euh, est-ce que ça devient est-ce que ça devient de plus en plus facile de s'installer et de bénéficier de différents soutiens euh, Je pense que c'est plus visible maintenant. Donc, effectivement, c'est peut-être plus facile de trouver les informations ou de savoir à qui s'adresser, enfin, au moins comme porte d'entrée, en fait, dans le réseau. mhm. Du coup, je pense que c'est plus facile dans ce sens-là. Auparavant, quand il y avait aussi moins de paysans, moins d'agriculteurs, c'était plus compliqué pour les futurs entrants de savoir à qui s'adresser, quoi. Ok. Alors que voilà, maintenant, je pense qu'on est pas trop mal, enfin, c'est pas trop difficile à trouver. Enfin, le pôle à Biosol, enfin, à Biosol est pas trop difficile à trouver quand on cherche un petit peu des infos sur l'installation en Ile-de-France. Mhm. Et comme il y a beaucoup de gens qui sont passés, je crois que à Biosol reçoit à peu près 500 porteurs de projets par an, qui Ok. finissent pas toujours par s'installer, hein, mais Ah, c'est beaucoup. voilà, on commence quand même à être connu aussi de tous les autres acteurs de la région qui travaillent sur l'agriculture. Donc, c'est un sens-là où c'est le plus facile, je pense, Ok. effectivement. Ok. Et du coup, j'ai vu sur le site que vous étiez aussi impliqué dans la ferme de l'Envol, enfin dans le projet Sésame. Dans le projet Sésame. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu me parler enfin, de votre engagement dans ce projet-là et quel rôle vous avez joué, puisque c'est quelque chose enfin, ouais, qui est connexe à ce que vous faites, mais du coup qui va au-delà de votre cadre premier. Et c'est intéressant parce que vous collaborez, enfin, il y a plein de collaborations au sein de ce projet et qui permettent au final qui va permettre à pas mal de fermiers de pouvoir s'installer à terme. Enfin, c'est l'objectif. Je suis pas hyper au fait de tous les aspects du projet Sésame. Moi, je m'occupe surtout de la partie espace test agricole. Ok. Et sur la ferme de l'Envol, depuis le début de l'année, là, il y a 3 personnes qui sont en test d'activité. Mhm. Donc voilà, moi, je m'occupe surtout de cette partie-là. Je maîtrise pas forcément hyper bien les autres aspects éventuels du projet Sésame. Ok, donc du coup, les trois personnes qui sont en espace test agricole, elles sont suivies par le champ des possibles Oui. sur la ferme de l'envol. Ok. Mm.
Ok. Moi, j'arrive à la fin de mes questions. J'ai peut-être juste une dernière question, mais c'est plus pour, ouais, c'était plus pour d'autres organisations. Mais est-ce que, parce que vous, du coup, vous travaillez que sur l'installation, vous travaillez pas forcément sur la transition de fermier vers l'agriculture biologique et paysanne. Euh, sur la conversion à l'agriculture bio? Est-ce que vous faites aussi de la conversion ou c'est plus de l'installation? Non, enfin nous on est vraiment sur l'installation, oui, effectivement. Et après, dans l'installation, il peut y avoir la transmission de ferme, Mhm. mais, mais c'est plus en fait la transmission, enfin quand des agriculteurs qui partent à la retraite, qui veulent transmettre leur ferme et qui passent en bio éventuellement à cette occasion-là, quoi. Mhm. Enfin, c'est le nouvel entrant qui va être en bio et pas forcément. Ok, ouais, donc ils Mais cherchent à construire à travers le oui, champ aussi. Ok. ça peut arriver, mais bon. Parce que moi, du coup, quand j'ai commencé ma recherche, j'ai beaucoup vu d'articles sur le fait qu'on va manquer de fermiers à terme pour, pour faire, et enfin, qu'on a une transition agricole à faire et qu'en plus on va manquer de fermiers, donc il va y avoir une nécessité d'installer des nouveaux fermiers. Et donc du coup, la question c'était est-ce que faciliter l'installation de nouveaux entrants, ça, enfin, ça représente un enjeu important pour le futur développement de l'agroécologie, mais bon, ça peut aussi être de l'agriculture biologique et paysanne. Pour vous, c'est à quelle place a joué l'installation de nouveaux entrants comparé à la succession ou la transition de fermiers vers ces modèles-là? Quand vous dites la succession, c'est-à-dire l'installation dans le cadre familial? Ouais, ouais. D'accord. Je pense que c'est un rôle majeur. Enfin, là, on le voit, en Île-de-France, en tout cas, tous les nouveaux maraîchers, je pense qu'il y en a même peut-être 1 sur 10 qui est fils d'agriculteur, quoi. Les Mm. 9/10 sont non issus du milieu agricole, c'est issu d'une reconversion professionnelle. Et pour moi, c'est eux l'avenir de l'agriculture en Île-de-France. Après, il y a beaucoup de conversions en grande culture en Île-de-France. Mhm. Et effectivement, ça représente tout de suite des surfaces beaucoup plus importantes que 2 hectares de maraîchage, quoi. Mais en nombre de fermes et en visibilité et en approvisionnement en légumes, c'est clair que. Enfin, en légumes, moi, je parle beaucoup des maraîchers parce que c'est beaucoup ça qu'on a, hein, et que je connais le mieux. Mais je pense que si, il y a un rôle énorme à jouer, mais ne serait-ce que. Enfin, il y a bien sûr de la production, mais c'est des. Les nouveaux installés, ils sont proches des urbains, ils ont été urbains eux-mêmes, ils ont toujours un réseau urbain, et ne serait-ce que pour comprendre comment refaire des liens Mhm. entre la production et la consommation, c'est hyper important. Ok. Je pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer de ce côté-là, et voilà, ils sont plus visibles en fait que je pense que les fils d'agriculteurs qui reprennent la ferme et qui sont impliqués sur leur territoire, mais qui ont moins peut-être ce lien avec un autre milieu en fait qui serait la ville, quoi. Ok. Après ça c'est un point de vue peut-être un peu C'est- caricatural, mais en tout cas moi je pense vraiment que oui, bien sûr il y a un rôle à jouer. Oui. Ok. Après Euh, c'est beaucoup plus compliqué sur des installations avec des investissements très importants. mhm. C'est vrai que nous on est là, voilà, on est beaucoup sur les maraîchers. Dès qu'on passe sur des structures d'élevage qui ne soient pas itinérantes, avec du coup des installations, des salles de traite, etc., par exemple, ou l'arboriculture, ou des grandes cultures où il faut quand même des grosses surfaces, des silos de stockage, etc., c'est plus compliqué d'avoir des nouveaux entrants. Ça c'est Ouais, sûr. Alors, on essaye, du coup, en étant une coopérative, du coup, en ayant des outils mutualisés, etc., mhm. de réduire un peu ce ticket d'entrée, mais c'est plus difficile forcément pour des types de cultures qui nécessitent Beaucoup d'avoir de... un capital au départ, qu'il soit familial ou financier, quoi. Ok. Merci pour toutes vos réponses. Est-ce qu'il y a, enfin moi j'ai plus de questions, est-ce qu'il y a un autre point dont vous aimeriez parler ou qui vous semble important à aborder? Peut-être pour dire, à Biosol, on voit beaucoup passer de porteurs de projets qui sont justement en reconversion, qui se posent des questions sur aussi leur mode de vie, etc. Mhm. Et, euh,
Ils sont assez nombreux, alors je n'ai pas les proportions en tête, mais à vouloir, s'installer hors Île-de-France, à vouloir partir du coup, changer de vie complètement, partir en Bretagne, je sais pas où, bref, en Normandie. Mhm. Par contre, les gens qui viennent au champ des possibles, en général, ils se testent sur le territoire pour rester sur le territoire Mhm. et on a besoin de gens sur le territoire aussi. L'Île-de-France, il y a des très beaux endroits, pour s'installer, d'autres endroits qui sont un peu plus atypiques, on va dire, en plein milieu de lotissement ou des choses comme ça, Mhm. mais c'est tout à fait possible de s'installer en Île-de-France et il faut, voilà, faut juste, enfin, juste entre guillemets, pouvoir, effectivement être accompagné et comprendre comment ça fonctionne. En tout cas, le test d'activité est un des moyens aussi pour que les gens puissent s'installer là où ils font leurs tests, et sans partir, voilà, dans des régions où ils ont déjà plein de gens, alors que nous, on en a besoin aussi ici, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant. Enfin, et c'est intéressant d'avoir ce genre de point de vue aussi. Et enfin, quand je parle avec les différents acteurs aussi, je vois que même enfin, en Ile-de-France, il y a plein d'initiatives qui se développent Et justement. de plus en plus, hein, oui, oui. Et bah, même enfin, les AMAP sont vraiment super actives pour développer aussi, pour développer l'installation, etc. Non, c'est Bah, vraiment. c'est sûr, on a l'avantage d'avoir un bassin de consommation énorme. Mm. Après, oui, l'accès au foncier est pas facile. On se Ouais. trouve dans des endroits souvent où il y a une voie rapide à côté, ou enfin voilà, c'est pas champêtre tout le temps, mais Mm. il y a beaucoup d'opportunités. Et la région aide pas mal aussi Mm. en subvention. Enfin, il y a quand même pas mal d'avantages aussi, quoi. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la recherche, sur le mémoire ou sur. Bon, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Ben non, pas particulièrement. Vous allez le finaliser quand, ce mémoire? Je dois le finir pour le 30 avril. Et donc là, j'ai déjà fait une dizaine d'interviews. Je vais en faire, je pense, 5-6 en plus. Et du coup, j'essaie d'interviewer d'un côté des organisations et de l'autre côté des fermiers, même si c'est plus compliqué de trouver Mmh. des fermiers qui s'installent. Et du coup, essayer de voir un peu comment ils ont été aidés et qu'est-ce que les organisations proposent pour qu'ils puissent s'installer. Et puis voilà, et puis bah, du coup, ensuite, je vais analyser les résultats. Si vous voulez, moi, je peux vous transmettre le mémoire que j'aurai écrit à la fin. Mmh. Avec plaisir. Et, euh, et voilà. Si vous pouvez me suggérer des fermiers qui s'installent en agriculture biologique et paysanne ou agroécologie, pour que je puisse les interviewer, moi, ça pourrait m'aider. Mais, euh, mais après, si vous avez, enfin, s'il n'y a pas de contact ou quoi, c'est pas grave. Et voilà, Vous il faut. vouliez quel type de ferme? Bah, pour l'instant, j'ai une ferme, c'était dans les Landes, c'était une forêt comestible. Mmh. Euh, Après, là, j'ai une autre ferme que je vais interviewer, c'est du maraîchage. Bah, en vrai, ça peut être n'importe quoi, hein, que ce soit de la polyculture, polyculture élevage ou maraîchage. C'est vrai, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le parcours et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu finalement s'installer. Mmh. À la- Il faut qu'il soit installé, déjà, ou en cours qui- d'installation? En cours d'installation, c'est bon aussi. Ouais. En cours d'installation. Et voilà. OK, bah, je vais voir ça. Si vous avez des idées, des gens qui seraient prêts à participer. Donc Et sur, un format à peu près comme ça, enfin, genre 3 ouais, quarts d'heure, ouais, c'est ça. visio? Et voilà, il faut juste que je demande une dernière fois la permission de citer vos réponses dans le mémoire. Oui, pas de problème. Et, et voilà. Bon, bah, OK, merci beaucoup pour vos participations encore. avec plaisir. Et je vous tiendrai au courant du coup quand j'aurai fini le mémoire et je pourrai vous envoyer les résultats. OK, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.